Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous regardent. Vous êtes sur Troc Radio Vision. Merci d'avoir choisi de nous regarder et vous faites bien de nous regarder. Nous avons l'habitude au cours de cette émission, au-delà des partis pris, à recevoir des politiciens, à recevoir des gens qui ont pris la chose publique comme leur outil de travail et qui s'occupent de servir la ville avec une certaine proximité. Aujourd'hui, notre invité sera ne sera pas un politicien, mais quelqu'un qui s'occupe aussi de la cité, mais d'une autre façon. Un ingénieur docteur qui vit actuellement, qui nous parle aujourd'hui de Dubaï, si je me trompe, il nous précisera tout à l'heure, et qui est un inventeur de haut niveau, on va dire, de haut niveau, parce que d'habitude, quand les Africains inventent, ça reste la plupart du temps dans les laboratoires et ça ne sort jamais. Mais alors là, on a sous la main aujourd'hui un ingénieur camerounais qui a des inventions et qui vient encore et qui a dans son actualité, qui a beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui. Alors, c'est avec plaisir que nous allons discuter avec le docteur Séverin Keze, que j'ai failli dire encore, avec le docteur Séverin Keze que j'ai le plaisir d'accueillir. Voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur docteur Séverin Keze. Bonjour. J'espère que tout va bien maintenant. Oui, très bien, nous sommes merveilleux. Vous nous entendez? Voilà, merci. Oui, très bien. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. On le disait tout à l'heure avant de commencer l'émission. Ce n'est pas souvent que nous recevons des personnes autres que les politiciens sur notre plateau. Alors, on a quelquefois reçu les hommes de culture. Cette fois-ci, c'est vrai que je dis encore une fois, ce n'est pas seulement un ingénieur ou un docteur, mais c'est surtout un inventeur. Absolument. Voilà. Alors, comment allez-vous et où est-ce que vous êtes actuellement quand vous nous parlez? Je vais très bien et je suis actuellement à Dubaï. Voilà, donc dans les Émirats Arabes Unis. C'est ça. C'est là que vous résidez? Oui, en fait, je vis exactement entre deux pays en particulier. Donc, la moitié du temps ici à Dubaï et l'autre moitié donc sur la Silicon Valley, donc en Californie, où mes entreprises, voilà, où nous travaillons. Enfin, nous travaillons à peu près dans 11 pays, un peu sur les 5 continents. Donc, voilà, donc on se déplace beaucoup. Mais principalement, ma résidence, on va dire, voilà, officielle et fiscale est à Dubaï. Et on va dire à peu près 5 mois de l'année, un peu moins de 6 mois, je suis entre Dubaï et la Californie. Voilà, mais avant qu'on ne commence dans le vif du sujet, c'est vrai que on a vu il y a quelques jours les images de Mars, hein, des satellites américains en train de manœuvrer sur la planète Mars. Comment est-ce que vous avez regardé ça, vous, c'est vrai que Non, mais je regarde de façon avec un regard, bon, d'une part, plutôt de scientifique. Voilà, donc à la base, bon, je suis un scientifique. Donc, avec un regard de scientifique, c'est passionnant. C'est passionnant, voilà, ce qu'on peut faire, au-delà de ce qu'on peut faire, c'est plutôt de ce qu'on fera plus tard. Donc, oui, bon, bien entendu, c'est des sujets, bon, qui me touchent de près, puisque ma spécialité, donc, c'est, comme vous savez bien, je suis un ingénieur au départ en robotique, donc ingénieur informaticien, spécialiste en robotique et intelligence artificielle. Donc, tout ce qui touche la robotique, la navigation, la téléopération me concerne au premier chef, bien sûr. Voilà, mais comment Africains, on est vraiment loin de cette réalité-là. Est-ce que c'est quelque chose qui peut nous concerner actuellement, la conquête de Mars? Je dirais pas actuellement, pas pour des raisons scientifiques, surtout pas parce que scientifiquement parlant, il n'y a aucun problème. C'est pas pour des raisons scientifiques, c'est pour des raisons budgétaires. Pour des raisons en fait, voilà. Donc aujourd'hui, l'Afrique
a plus, je dirais, des problèmes d'ordre essentiel à résoudre et donc ne peut pas se permettre d'avoir des budgets ou mettre des budgets pour une exploration voilà, interstellaire, etc. Je dis, ça n'aurait pas de sens, ça n'aurait pas de sens. Voilà, je ne peux pas avoir faim ou mes enfants ne peuvent pas avoir faim, soif, ne peuvent pas se soigner, ne peuvent pas aller à l'école. Et j'investis tout mon capital, ou une majeure partie de mon capital, pour une exploration vers Mars. Ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens. Quand on lit, c'est vrai que sur vous, sur Internet, on lit dans Wikipédia, vous avez été victime, après votre bac, de Mais cette précision, on sait bien que c'est pas vous qui écrivez, hein. Mais si on l'écrit, c'est parce que ça a quand même passé. Oui, bah, écoutez, ça a marqué en fait la vie d'un adolescent. Voilà, un adolescent qui ne comprenait pas ces choses à l'âge de 17, 18 ans. Donc voilà, on est, je pense, dans les années 85 et voilà, il était évident pour moi en tant que jeune bachelier au départ au Cameroun, donc avec un baccalauréat C avec une mention très bien, donc c'est évident que une bourse d'études me serait attribuée. Ça n'a pas été le cas. Bon, donc l'année d'après, donc je me suis dit ok, je vais aller à l'université à Yaoundé, c'est ce que j'ai fait. J'étais à l'université à Yaoundé pendant un an, 85, 86, 85, oui. Et donc j'ai fait une année en mathématiques informatique, enfin, de l'université de Yaoundé, où bien entendu j'étais major de promotion. Donc à l'université en mathématiques, à l'université de Yaoundé, donc j'étais le major de la promotion. Et malgré ça, voilà, je n'ai toujours pas eu de bourse. Donc voilà, donc c'est fait que finalement mes parents se sont sacrifiés pour m'envoyer voilà, en Occident. Voilà, parce que ma passion c'était la robotique et l'informatique. En ce moment-là, on choisit de vous envoyer en France. Oui, en fait, en réalité, j'avais trois choix à l'époque. C'était justement l'université de Québec à Montréal. J'avais le choix donc bien sûr aux États-Unis et en France. Et pour des raisons économiques, donc puisque mon grand frère habitait déjà à Strasbourg, était déjà en France, donc pour des raisons économiques, j'ai pris la décision, là c'est moi-même personnellement, de dire non, le moins cher pour moi serait en France parce que ça coûterait moins cher en fait à mes parents qui se sacrifiaient pour moi. Voilà, donc je ne pouvais pas concevoir qu'ils puissent aller voilà, ailleurs puisque ça me coûterait déjà, ça m'éviterait de payer un loyer, etc., étant à Strasbourg. Voilà. Alors, vous allez en France, on imagine que ça va être aussi facile les études, hein, ce ne sera pas un problème de toute façon. Et c'était quoi le sujet de votre doctorat finalement, et c'était où? C'était toujours en France? Oui, en France, bien sûr, à l'INRE, à l'Institut national de la recherche en informatique et en automatique. En fait, mon sujet en fait a porté sur l'application dans le domaine de l'anticollision justement, qui était mon invention en même temps. Donc, l'utilisation de ce qu'on appelle la théorie de la commande optimale H infini, en fait, pour en fait l'évitement de collision. En réalité, il s'agit de ce qu'on appelle à l'époque, hein, c'est la théorie des jeux dynamiques. Voilà, c'est dans mon directeur de thèse, hein, qui était qui est Pierre Bernard, qui est, on va dire, l'une des deux personnes qui ont inventé cette théorie à l'époque. Là, on est, je crois, en 1990-91, qui donc, avec le professeur Tamer Basser, l'Israélien Tamer Basser, ont les deux inventé en fait la théorie, on va dire, des jeux dynamiques, dans la théorie des jeux dynamiques. Et cette théorie des jeux dynamiques, c'est ce que j'ai implémenté en fait pour la première fois de façon, on va dire, pratique, en montrant que voilà, cette théorie était possible, était faisable, et je l'ai démontré.
quelles sont les applications d'une telle théorie, on va dire des jeux dynamiques. Si par exemple aujourd'hui vous voyez les applications, c'est par exemple dans les casinos, tous les casinos à Las Vegas utilisent ces théories depuis ces années-là. Vous avez l'une des premières applications juste après ma thèse a été utilisée par le Pentagone, notamment aux États-Unis ça a été la guerre du Golfe, la guerre du Golfe en Irak, la première guerre du Golfe. C'est la première application de la théorie des jeux dynamiques pour les stratégies de guerre, les stratégies militaires. Donc, voilà le genre d'application, voilà, ça s'applique un peu partout. Ça s'applique, voilà, dans plein de choses, dans l'économie, dans le médical, etc. Voilà, évidemment. Je vais poser la question en partant maintenant. Comment est-ce que vous vous sentez depuis que vous êtes à ce niveau-là? Quel est le lien que vous avez avec votre pays d'origine, Séverin Quezé? En fait, les liens familiaux sont restés. Oui, bien sûr, mais bon, je vais être honnête avec vous. En 2010, je crois que ça devait faire je sais plus combien d'années. Je suis parti en 85, donc 2010, ça fait à peu près 25 ans. Voilà, je n'avais quasiment pas été au Cameroun en fait. Voilà. Donc, pourquoi? Pas parce que je ne voulais pas aller au Cameroun. Non, pas du tout. Parce que j'étais tout simplement focalisé dans mes inventions et mon entreprise. Parce que c'est une sacrée double responsabilité. Et non seulement on invente, mais on est entrepreneur. Mais il faut pouvoir mettre sur le marché. Absolument. Donc, voilà, ce qu'il faut dire, c'est que je n'ai jamais travaillé, je n'ai jamais une fiche de paye de ma vie entière. Non, je n'ai jamais eu une fiche de paye de quiconque. Mon premier job, c'est ma société qui a été créée en 1991, exactement 10 jours après ma soutenance. Donc, je suis ingénieur polytechnicien Sophie Antipolis. 10 jours après, mon entreprise est créée. Voilà, c'est mon premier job. Et ça fait 30 ans. J'assume les mêmes fonctions, je fais le même travail d'inventeur, de CEO, de ce que je fais depuis 30 ans exactement. Donc, je n'ai jamais travaillé avant. Je n'ai même jamais fait un job dans lequel j'ai eu une fiche de paye. Non, pas du tout. Puisque même pendant mes études, j'étais déjà un entrepreneur, puisque ayant fondé la junior entreprise de notre école d'ingénieur à l'époque, la jeune entreprise, c'est nous qui allions faire en fait que ce soit des trainings, que ce soit des développements spécifiques pour des sociétés telles que l'aérospatiale, IBM à l'époque, etc., qui avaient besoin des jeunes comme nous à l'époque, qui étions les pionniers en fait dans le domaine de l'informatique, qui était assez nouveau. On est dans les années 88, dans les années 90, 88, 89, etc. Donc, en tant qu'étudiant dans ces domaines particuliers d'informatique, on va dire technique, pas de gestion, mais d'informatique technique, voilà, nous apportions en fait, on découvrait que des groupes comme Texas Instruments, IBM, DEC, etc., nous appelaient et en fait, on apportait nos prestations en tant que junior entreprise. Donc, ce qui fait que, voilà, à titre d'exemple, l'anecdote, c'est que je me rappelle une fois, mon directeur d'école m'a dit, parce qu'il connaissait bien entendu ce que nous gagnions dans le cadre de cette entreprise, on employait à peu près 250 élèves, ingénieurs qu'on a menés à travailler, à avoir des contrats avec des entreprises afin de pouvoir régler leur scolarité, etc. Donc, de ce côté, effectivement, je gagnais plus que mon directeur de l'école, plus que son salaire annuel. Il me l'a dit plusieurs fois en rigolant. Oui, parce que étant étudiant, étant dans cette jeune entreprise, étant passionné par l'informatique qui était que je faisais depuis toujours et donc je passais mes journées, mes nuits à développer des produits pour des entreprises, à leur fournir des solutions. En fait, j'étais un consultant aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Et à l'époque, voilà, ça me rapportait, si je me souviens bien, c'était en français à l'époque, 200 000 francs de salaire annuel. Je veux dire, pour un étudiant,
énorme. Absolument, c'était énorme. Voilà. Mais, quelle a été la première invention qui vous a appartenu, que vous avez mis sur le marché de façon concrète, si on peut expliquer à nos auditeurs? Ma première invention, c'est mon invention majeure en fait, ce qui était le système universel anti-collision. Système anti-collision universel. Et cette invention, c'est en 1991 en fait. Donc, il me vaut en France le premier prix national de l'invention et de l'innovation. Donc, en fait, cette invention consiste à imaginer en fait un système d'évitement d'accidents, de collisions, que ce soit pour des trains, des voitures, des bateaux, des avions, enfin tout ce qui bouge en fait, tout ce qui se déplace. Et le problème, c'est que à cette époque, y compris jusqu'aujourd'hui, dans chaque domaine particulier, les gens pensaient collision de façon heuristique. C'est-à-dire, en fait, chacun, par exemple, si on prend les trains, les compagnies ferroviaires vont imaginer, à l'aide de leur passage à niveau, etc., imaginer comment éviter des collisions, des croisements de trains, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils mettent en place les systèmes d'aiguillage de train. Donc, les compagnies aériennes, de leur côté, travaillaient, il faut imaginer, avec des systèmes de contrôle aérien, comment éviter des collisions pour les avions. Des constructeurs automobiles, de leur côté, imaginaient comment on peut éviter, réduire le risque d'accident sur les routes. En fait, quand on réfléchit, on se dit, de cette approche, en fait, tous étaient à l'époque, et ils sont toujours hors sujet quelque part. Parce que oui, bien sûr, parce que régler les problèmes d'accident, de collision, est extrêmement complexe. Donc, il s'agit d'intelligence artificielle. Et pour aller dans ce sens, on ne peut pas le régler de façon heuristique, c'est-à-dire par une approche par tâtonnement. Ça ne marche pas ainsi. Et ça, c'est ce que je constate quand j'ai, je crois, 22 ans, quelque chose comme 22 ans, je crois, je ne me rappelle plus. Je me dis, voilà, l'approche, en fait, parce que j'ai eu à faire cette approche moi-même, c'est-à-dire lors la préparation de ma thèse, en fait, je l'ai fait donc au Centre d'énergie atomique, donc il s'agissait d'éviter les collisions de robots. Voilà. Donc, ayant résolu ce problème de collision de robots, je me suis dit, mais ok, c'est bien beau, j'évite des collisions de robots, mais je règle un problème spécifique. Mais la collision de façon universelle, c'est quoi? C'est des voitures, c'est des trains, c'est des bateaux, c'est des avions. Et quel est le point commun de tout cela? Même si tu résous un problème de collision de voiture, mais cette voiture va se retrouver sur un passage à niveau avec un train. Mm-hmm. Et cette voiture, quand elle se trouve sur le tarmac d'un aéroport, elle va bien se retrouver en situation de collision avec un avion. Et un avion n'a jamais prévu, dans le système de contrôle aérien, d'éviter les voitures. Ouais. Donc, voilà les problématiques qui se posaient. Je me dis, mais effectivement, quand on imagine la robotique ou quand on imagine une grue, prenons un exemple. On parle de méga robots, c'est-à-dire vous imaginez des grues dans les chantiers, des grues de construction. Mais une grue, je vous donne en 2016 un accident en pleine ville de Londres. Une grue rentre en collision avec un hélicoptère. Malheureusement, c'était dramatique parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Donc, vous vous rendez compte, en pleine capitale londonienne, une grue du chantier rentre en collision avec un hélicoptère pour une question de brouillard, etc. Qui pouvait imaginer de telles choses? Oui. Donc, parler de collision, par exemple, de grue de chantier, en oubliant le reste, c'est pareil, ok, ça marche de temps en temps, mais l'idée, en fait, était comment régler le problème de collision de façon universelle. Et là, effectivement, c'est là où j'apporte ma pierre à l'édifice, c'est-à-dire cette invention majeure, le premier système anti-collision universel. C'est-à-dire, en fait,
utiliser, en fait, doter d'un un mobile, un véhicule, quelconque, quel qu'il soit, ça peut être un satellite, ça peut être une fusée, ça peut être un avion, un train, une grue de chantier, un robot dans l'industrie, un piéton, un homme qui se déplace. Donc, doter, en fait, le mobile d'une certaine forme d'intelligence artificielle lui permettant d'appréhender son environnement et tout seul d'avoir les capacités d'éviter les collisions, c'est-à-dire d'évaluer son risque en fait d'accident. Et si le risque de collision est, on va dire, au vert, tout va bien, il n'y a pas de problème. Si le risque devient important, on passe au orange, on va dire c'est des warnings. Et lorsque le risque devient critique, alors que veut dire risque critique? Le risque critique, c'est ça ce qu'on appelle le point de non-retour. Un risque critique veut dire que si cette fois-ci l'automation, donc en fait l'automatisation n'intervient pas, nous garantissons qu'il y aura un accident. Donc, à ce point de non-retour, il faut le trouver le plus tard possible. Ce point de non-retour, on déclenche en fait un pilotage automatique. Et là, le pilote automatique prend en charge l'engin, le véhicule, pour éviter l'accident. Et lorsque le risque redevient vert, on vous redonne la main au conducteur qui peut de nouveau téléopérer ou piloter son engin. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais pour y arriver, effectivement, il a fallu en 1990, puisque j'ai commencé en 90 pour déposer les brevets et valider selon 91, il a fallu donc imaginer en fait une nouvelle théorie mathématique. Parce que, bien sûr, c'est 90%, c'est des mathématiques derrière. C'est comment imaginer un modèle, donc un mobile, il faut modéliser en fait un mobile de façon abstraite et de façon formelle, donc de façon universelle, et dire voilà, ce mobile a des degrés de liberté, etc. Voilà. Et des mathématiques nous permettent de faire cela. Et une fois qu'on modélise le monde, en fait, de façon mathématique, il faut derrière maintenant imaginer, voilà, ce qui permet les calculs de trajectoire, etc., et d'analyser et de permettre d'évaluer en fait des risques. Mais en fait, c'est intéressant parce que c'est des théories mathématiques qui paraissent un peu complexes, mais en réalité, beaucoup de choses, on va dire, dans ces 90% de mathématiques, je dirais 50%, c'est des mathématiques avant le baccalauréat, c'est-à-dire de seconde, première, terminale. Là-dedans, c'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est la moitié, c'est ce qui se passe en première, en seconde, en terminale. On combine des mathématiques, de la physique, etc. C'est pas compliqué. Ensuite, bon, bien sûr, il y a voilà, des choses plus complexes, mais la globalité des choses, c'est pas difficile. Mais c'est de savoir les mettre les uns près des autres et avoir en fait la créativité, tout simplement, l'imagination. Ah, ok. Voilà, l'invention consiste à ça en fait. C'est, voilà, on va être créatif, voilà, et imaginer en fait ce que les autres peut-être n'ont pas pensé de la même façon. C'est-à-dire en fait, comme on dit souvent, de regarder out of the box, c'est-à-dire en fait prendre le recul et voilà. Je vais poser une question un peu novice. Hein. Quand on parle de collision, ça veut dire que sur une route étroite, mettons un peu mon scénario dans ma tête, une voiture à pleine vitesse se rend compte qu'elle va croiser peut-être un homme qui passe, un piéton subit qui arrive. On est sur une route étroite qui passe au-dessus d'un ravin. Alors, qu'est-ce que la machine dans la voiture peut offrir comme solution dans ce cas-là? Voilà, tout à fait. En fait, la machine offre ce que, grâce à l'intelligence artificielle, en fait, offre ce que le conducteur, en fait, est capable d'appréhender lui-même. En fait, l'homme fonctionne avec on va dire ses sens. Les sens, c'est ce qu'on appelle les capteurs. Donc, nous allons reproduire, en fait, les sens de l'homme, en fait, dont sa vision, voilà, son évaluation de distance, etc. Et en fait, le cerveau humain est capable d'évaluer les risques de collision. Le problème qui se pose, c'est que c'est une vitesse d'exécution. C'est-à-dire, en fait, nous l'appréhendons, nous l'évaluons, mais pas à la bonne vitesse et avec le problème aussi. Absolument. La partie automation qui devient maintenant majeure parce que
on a beau évaluer dans le cerveau, donc ça c'est la partie estimation du risque de collision, mais je vous ai parlé tout à l'heure du pilote automatique, c'est-à-dire en fait l'execution, c'est-à-dire l'évitement. Et là, effectivement, malheureusement, on touche à ce qu'on appelle la motricité humaine. Donc, entre le cerveau qui donne un ordre à la réactivité humaine, voilà, il se passe, s'il se passe une seconde ou une demi-seconde, c'est trop tard. C'est en fonction de la dangerosité, c'est déjà trop tard. Et donc, ce que la machine sait faire, ce qu'on ne sait pas faire. Maintenant, prenons le use case que vous a donné précis. Vous imaginez une voiture qui arrive. Moi, je vais aller au-delà de ce use case. Je vais vous donner un use case, j'ai deux use cases qui m'ont fait beaucoup réfléchir, sur lesquels nous avons beaucoup travaillé. Et bien sûr, nous dans la nouvelle plateforme que nous mettons en place, nous apporterons des solutions dans ce sens. En 2010, j'étais au Cameroun. C'est là où je vous ai dit, après 25 ans, je suis allé au Cameroun. Et donc, j'étais au Cameroun et durant j'ai passé 7 semaines, donc d'affilée au Cameroun. Et j'ai passé le temps à comprendre ce qui se passe sur les routes, puisqu'il y avait beaucoup d'hécatombes, beaucoup de morts. C'était quasiment tous les jours, j'entendais entre Yaoundé Douala et aussi Yaoundé Bafoussam. C'était atroce. Quasiment toutes les semaines, j'entendais des histoires. C'est pas terminé, hein? Absolument, c'est ce que j'entends toujours, bien sûr. Donc, j'ai fait ces routes plusieurs fois, pour comprendre, analyser, en fait, les causes. Bon. Et en fait, nous avons fait une étude précise et nous connaissons vraiment les causes. C'est vrai que il y a un paramètre qui est, on va dire, certains vont parler des conducteurs et cette traînée. OK, ça c'est un aspect, mais c'est marginal. Je peux vous le dire, il est marginal. Il y a un deuxième aspect qui consiste, on va dire, oui, l'état des voitures, etc. Aussi, c'est vrai, mais il est aussi marginal. Je vais vous donner les deux points. Là, je vous parle de quelque chose, j'en suis spécialiste. Donc, ce que je vous dis, c'est des choses, parce que je suis inventeur dans ce domaine. Écoutez, il y a deux problèmes majeurs. Ça vient de l'état des routes. La cause, quiconque voudrait vous dire que c'est autre chose, se trompe. C'est un problème majeur de l'état des routes. Il y a deux problèmes qui se posent. Les routes ne sont pas aux normes à cause de deux choses. La première chose, c'est ce qu'on appelle les angles courbures. Les routes sont sinueuses. OK, premièrement. Donc, c'est pas respecté. Ces angles sont trop importants. Je vous expliquerai ce qui se passe. Et la deuxième chose, c'est les pentes. Donc, les routes sont sinusoïdales. Donc, elles montent, elles redescendent, elles montent, et les angles sont trop importants. Ils ne sont pas aux normes. Les routes devraient être un peu plus plates et un peu plus rectilignes. Alors, quelles sont les conséquences? Là, vous allez comprendre comment fonctionne le cerveau humain. Je suis un conducteur, je roule tranquillement, je suis à droite, j'ai un véhicule devant moi qui va un peu plus lentement, j'aimerais doubler ce véhicule. Mais comme la route est sinueuse, à chaque fois que j'essaye de doubler le véhicule à gauche, je me rends compte qu'il y a un virage dont je rabats. Je vais le faire une fois, je vais le faire 2 fois, je vais le faire 3 fois. À un moment donné, et c'est comme ça que le cerveau humain fonctionne, c'est un peu comme une addiction, c'est un peu comme l'alcoolisme ou la drogue. Vous avez cette tendance, vous êtes attiré à le faire, vous résistez. C'est un peu comme lorsqu'on saute dans le vide. Si vous êtes devant un balcon à une très grande hauteur, vous avez une tendance. Ça, c'est ce qu'on appelle la centrale inertielle de votre cerveau, qui vous demande en fait quelque part de sauter dans le vide. C'est cette impression que vous avez. Vous êtes comme attiré. Et c'est la même chose. Le cerveau vous demande en fait de le faire. Et vous dites non, c'est dangereux. Mais ce danger en fait, comme il est incertain, il est probabiliste, vous êtes attiré inconsciemment. Donc finalement, à un moment donné, vous craquez et vous faites le dépassement. C'est vrai que sur des millions d'automobilistes par jour, la grande majorité font le dépassement et ça va. Mais en probabilité, il y a quelques malheureux qui, malheureusement, à ce moment-là,
il y a un virage et un véhicule qui a aussi qui vient du coup, de son côté normal et droite, il y a collision frontale. La même chose se passe pour les montées et les descentes. Je veux doubler un véhicule dont je suis sur une montée, je suis une côte, je commence à doubler et malheureusement, la fin de la côte, je n'anticipe pas ce qui se passe à l'arrière. Donc, après la côte, donc la descente, qu'est-ce qui se passe? Il y a un véhicule qui remonte et collision frontale, pour les mêmes raisons. Voici les causes majeures. Bien entendu, nous ne pouvons pas changer toutes les routes du jour au lendemain. Et le problème n'est pas qu'au Cameroun, c'est un problème, on va dire, qu'on retrouve dans tous les pays émergents. Tous les pays émergents sur la planète. Allez visiter l'Amérique latine, vous allez vous rendre compte de ce que je dis. Allez visiter des pays en Asie, vous allez vous rendre compte de ce que je dis. On retrouve les mêmes problèmes, et bien entendu en Afrique. Donc, l'idée, c'est d'apporter en fait une solution de la technologie pour cela. Je ne me permettrai pas, là, aujourd'hui, d'en dire plus, parce que cette solution arrive bientôt par Kezan, en fait, absolument, voilà, par le projet Kezan, qui apportera, en fait, une solution globale dans tous nos pays, dans tous ces pays émergents, justement, pour limiter, vraiment, sauver les vies humaines. Le but, c'est de sauver les vies humaines. Ouais. Est-ce que, je sais que vous ne voulez pas en dire plus, mais est-ce que la solution va exiger qu'il y ait un lien entre le système Kezan et la réaction du véhicule? Est-ce que il faudrait, parce qu'on connaît l'état des voitures aussi, hein, au final, si la solution passe par la mécanique ou bien je ne sais pas. Non. Justement, en fait, c'est OK. Déjà, cette solution, elle n'est pas créée pour l'Afrique uniquement. L'Afrique va s'en servir. Moi, je n'ai jamais inventé pour l'Afrique. Je n'invente pas pour un continent. L'invention est universelle. Je règle des problèmes universels qui se posent. Donc, ce problème se pose partout. Les collisions, que ce soit en France, aux États-Unis, au Canada, à Dubaï, partout. La circulation routière est un problème. Donc, cette solution va concerner les 5 continents, partout, de façon globale. Donc, vous imaginez qu'on ne peut pas se permettre dans une solution qu'une société va lancer dans les mois qui viennent, de demander un rétrofit ou de rééquiper des choses, des équipements. Non, non, oubliez cela. Donc, je reviens un peu, comme on va dire ce que j'ai fait dans les années 90. L'approche qui était heuristique, c'est-à-dire, je parle de situation routière maintenant. Les gens ont tendance à imaginer les fabricants automobiles, comment équiper les véhicules pour éviter les collisions. Il y a beaucoup de systèmes qui existent déjà dans ce sens, etc. Nous-mêmes, nous avons participé à plusieurs, mais bon, c'est pas notre approche. Notre approche, c'est vraiment le contraire, se dire non, 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 nous n'allons comment apporter une solution qui ne demande pas d'équiper en fait quoi que ce soit. Et une solution qui est en fait finalement universelle, compatible pour tout type de véhicule, tout le monde, etc. Et qui ne demande pas d'aller équiper. Voilà, ça c'était le point. Et nous avons trouvé cette solution. Nous l'avons, bien sûr. Cette invention, ça fait partie d'un des éléments de ma nouvelle invention, Kezan. OK. Donc, au final, le docteur est resté dans le même champ, dans les mêmes champs de... Vos inventions sont en fait des choses provoquées pour résoudre des besoins que vous avez observés dans le domaine, dans votre domaine d'exercice. C'est ça. C'est pas des idées qui viennent nulle part. Oui, en fait, quand je dis dans mon domaine d'exercice, en fait, mon ADN a été l'évitement de collision. Vraiment, mon ADN, c'est l'anticollision universelle. Mais pour le rendre universel, les technologies, en fait, n'étaient pas prêtes. Donc, nous avons fait, bien sûr, nous avons implémenté nos solutions dans des domaines plutôt industriels, que ce soit dans la construction, dans le oil and gas, dans le mining, voilà, pour des engins, les équipements, les grues, les chantiers. Enfin, vous imaginez pourquoi je suis à Dubaï depuis
13 ans, c'est, voilà, je dis 90% je sais pas si vous avez, je sais pas si vous avez été à Dubaï ou si vous avez vu ce qui s'est fait dans ce pays en 10-15 ans. Voilà, partant du désert et voilà, toutes ces constructions pharaoniques ici, 90% sont passées par moi, par ma technologie. Voilà. On a évité à peu près, par an, nous sauvons à peu près, nous évitons à peu près 7 000 à 8 000 morts par an ici, tous les ans, et à peu près 25 000 vies, enfin, accidents évités, c'est-à-dire les blessés. Donc voilà, et parce que nous avons des KPI qui nous permettent de les mesurer complètement. Donc voilà, nous avons fait beaucoup dans ce sens. Mais on va dire, pour moi, c'est pas l'aboutissement de ma techno, puisque c'est l'universalité de la chose demandait en fait d'avoir ce qu'on appelle comment dire, des technologies capables d'apporter, on va dire, capables en fait de supporter l'ampleur en fait universelle de mon invention primaire, la première. Pour le faire, ben, il manquait en fait quelques éléments, on va dire, technologiques sur le marché, enfin sur Terre, on va dire. Et l'un de ces éléments, puisque ce qu'il faut comprendre, enfin l'un de ces éléments, donc c'est ce qu'on appelle le cloud computing, donc qui aujourd'hui est une technologie, on va dire mature, donc à l'époque n'existait pas en tant que technologie mature, donc le cloud computing. La deuxième chose dont nous avions besoin, c'est ce qu'on appelle le big data. Donc voilà, c'est en fait voilà bon, pour dire simple, la capacité de gérer des quantités assez importantes on va dire, de données, pour faire simple. Voilà. Il manquait un autre registre, ce qu'on appelle, on va dire, le social network. Vous voyez aujourd'hui, qui était un des éléments qui manquait, parce que vous allez dire, mais alors, donc il a besoin du social network pour une telle implémentation. Ben oui, ça fait partie des briques qui manquaient au niveau, voilà, on dit, international, au niveau des technologies. Et lorsque nous mettons toutes ces choses qui deviennent aujourd'hui available, on va dire disponibles, de façon industrielle, ça nous permet de pouvoir donc universaliser réellement et de fournir ce que nous avons fourni à l'échelle planétaire, à 7 milliards d'habitants, tout simplement, ce qui était le but initial. Voilà. Donc, mais ça, c'est uniquement, on va dire, mon ADN. Mais c'est pas ça l'invention majeure de Kazan, qui est une invention, on va dire, bon, bien sûr, je suis africain, mais bon, mais l'invention, c'est un brevet américain, parce que c'est un brevet américain, et c'est un brevet mondial. Donc, voilà. Donc, bien entendu, la Chine n'est pas, lorsqu'on parle de brevet, la Chine ne fait pas partie des conventions, voilà, de propriété intellectuelle. Donc, c'est hors Chine, hein, bien entendu. Ce qui veut dire que lorsque Kazan donc sera dans quelques semaines, quelques mois disponible pour tout le monde, hein, tous les habitants, bien entendu, les Chinois auront, s'ils ont les capacités techniques de le réaliser plus tard, bon, eux, ils sont capables, en fait, d'essayer de faire une copie, de faire ce qu'ils ont fait. Voilà, c'est parce qu'ils ne font pas partie de cela. Donc, en fait, pourquoi je parle de ça, de protection industrielle, de protection intellectuelle, etc., et propriété intellectuelle, c'est important pour les Africains, notamment, ça, c'est vraiment le message que j'aurais à donner à nos frères africains, aux jeunes, aux moins jeunes, aux chercheurs, aux inventeurs, aux futurs inventeurs. La notion, comprendre réellement ce que c'est que la propriété intellectuelle. C'est-à-dire, il ne suffit pas juste de dire ben, j'invente. C'est pas une question de dire d'être inventeur. Ça, là, c'est pas ce qui est important. Peut-être pour son ego personnel, la petite personne se dit bon, on a inventé quelque chose. Non, moi, je n'ai jamais vu ça de cet aspect. C'est pourquoi justement, je n'ai jamais eu de fiche de paye. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut comprendre,
en matière d'invention, vous avez sur un brevet d'invention, il est public, hein, le brevet, par exemple, Kezan, vous voyez, sur Google, vous pouvez le retrouver puisque c'est public. Donc, vous pouvez le retrouver et vous allez voir que les mentions, vous allez bien voir, l'inventeur, c'est Séverin Kezeux, en tant qu'inventeur. Mais il y a un propriétaire derrière. J'ai la chance que le propriétaire, c'est moi, c'est mon entreprise que je contrôle. Pourquoi? Parce qu'en fait, le propriétaire d'une invention, dans un brevet, vous avez deux aspects, l'inventeur et le ownership, le propriétaire. Si un inventeur est salarié dans un laboratoire de recherche, dans une entreprise, dans quoi que ce soit, immédiatement, son invention et la propriété de l'entreprise. Et la propriété, et pas celle de l'inventeur. Donc, l'inventeur n'aura que son honneur. OK, bravo l'inventeur. Mais ça ne vous rapporte rien, en fait. Ça rapporte à celui qui vous emploie. Alors, ça pose un problème important pour les Africains. Nous sommes très nombreux dans des laboratoires de recherche en Europe, aux États-Unis, un peu partout au Canada. Et y compris depuis dans l'histoire. Hein. Je ne sais pas si vous êtes conscient du nombre d'inventions faites par des Noirs depuis le temps de l'esclavage, etc. C'est énorme, le nombre d'inventions faites modernes. Je parle d'inventions modernes, que ce soit l'ampoule électrique, que ce soit, même lorsqu'on parle de générateurs, vous avez, on va dire, à l'époque, on va dire, je me rappelle quand j'étais plus jeune, dans les inventions majeures concernant notamment on va dire, les mainframes, les ordinateurs, vous aviez sur les 9 inventions majeures, 6 appartiennent à l'inventeur, c'est noir. C'est noir aux États-Unis, c'est un noir. Et personne, vous ne le connaissez pas, personne ne le connaît. Et c'est pas normal. Mais pourquoi? Parce que lorsqu'on est employé par IBM ou par notre employé, c'est eux qui sont propriétaires. Donc, c'est eux qui vont faire du business et qui vont gagner de l'argent avec, pas l'inventeur. Donc, ça veut dire que si nous voulons développer l'Afrique, en fait, si nous voulons développer l'Afrique, parce que ma démarche, en fait, depuis 35 ans, c'est un souci. C'est un souci de développement de l'Afrique. Mais je ne suis pas capable, parce que c'est ma nature, de faire des choses avec des moyens dont je ne dispose pas. Je ne sais pas faire. Je ne peux pas aller improviser. Pas du tout. Donc, il faut que je dispose, on va dire, des moyens de ma politique en tant que ce que je fais technologiquement. Donc, pour le faire, en fait, le message, c'est que pour le développement de l'Afrique, ça ne peut passer que par la science et la technologie. Le développement d'un pays et d'un continent passe par une révolution scientifique et technologique. On l'a vu depuis la machine à vapeur, etc. C'est comme ça, on ne peut pas le changer. Je ne parle pas du tertiaire, je parle bien de révolution de la science au départ. Donc, encourager les scientifiques, encourager les jeunes, les laboratoires de recherche, encourager les universités, etc. Mais ça, ce n'est qu'une étape. On va dire ça, c'est la recherche, c'est la science. Je suis un scientifique au départ, à la base. Mais je ne suis pas resté scientifique. J'aurais pu m'accrocher à un laboratoire de recherche et rester un scientifique. Mais non. Je me suis dit, il faut passer à la deuxième étape, c'est-à-dire la technologie. Et qui dit technologie dit propriété intellectuelle, c'est-à-dire on ne va pas dans la technologie sans se protéger. Donc, ça veut dire que si vous voulez apporter quelque chose dans la technologie, donc une invention, il va falloir se protéger. Mais pour quel but? Si votre but, c'est de développer demain l'Afrique, donc il faut être propriétaire de cette invention. Ouais. Ou que l'Afrique le soit. Mais le problème, c'est que quand nous sommes ici en Occident, où nous sommes venus apprendre certaines technologies, etc., nous ne pouvons pas, l'Afrique ne peut pas être propriétaire de quelque chose, voilà. Et déjà, l'Afrique qui a déjà eu du mal à nous donner une bourse ne peut pas être propriétaire comme ça. Voilà, il faut aussi le comprendre. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que
dans le schéma de l'invention, vous dites, voilà, il faut absolument donc que je sois mon propre patron. Je n'ai pas le choix. Je dois être entrepreneur pour avoir la propriété de mon brevet. Donc, parce qu'un brevet, c'est l'équivalent d'un titre foncier de terrain. C'est l'équivalent. Vous voulez, en fait, votre vision, c'est de construire un immeuble et en fait, tu fais du real estate, avoir des locataires et vendre des appartements, etc. Mais au départ, il vous faut un terrain. Vous achetez le terrain, mais le terrain, il vous faut un titre foncier. Ouais. Si le titre foncier ne vous appartient pas, votre immeuble, c'est un château de cartes. Ouais. L'important, il faut avoir la propriété du terrain. Donc, ce titre foncier, vous l'avez. C'est l'équivalent de votre brevet qui vous donne la paternité du titre foncier, de la chose. Mais ça ne suffit pas. Vous avez fait 5%. Et exactement. Quand vous avez le brevet, c'est 5% du chemin. Mais ce chemin est fondamental. Mais ce n'est que 5%. 5%. Parce oui, qu'après, voilà. Ça maintenant, il faut bâtir. Exactement. Donc, vous avez le terrain. Vous avez un terrain. Je peux vous donner aujourd'hui en propriété, je veux dire, imaginez, je vous donne toute la forêt, tout le terrain, je sais pas quoi, je n'importe quoi, de l'Est du Cameroun. Qu'est-ce que vous allez en faire? Avez-vous les moyens de le développer? Non, l'avoir, c'est une chose. Maintenant, il faut mettre en valeur. Donc, il faut construire, il faut bâtir. Ça me permet justement d'enchaîner avec une question. Dans votre cheminement, vous êtes rendu à ce que vous êtes aujourd'hui. Quelles ont été les difficultés majeures de l'inventeur brevet, le brevet à la poche? Quelles ont été les difficultés majeures que vous avez dû rencontrer? Bien sûr. Elles sont infinies. Les difficultés sont infinies. Elles sont énormes. Là, je ne sais même pas par où commencer. Vous savez, vous décidez d'être donc entrepreneur. Donc, vous êtes un inventeur, un scientifique, vous êtes un inventeur et vous êtes entrepreneur. Donc, vous êtes chef d'entreprise et vous êtes donc confronté à toutes les difficultés que tout chef d'entreprise, tout entrepreneur doit rencontrer. Mais en même temps, vous êtes confronté aux difficultés d'un chercheur parce que vous devez avoir une équipe de recherche et développement dans votre entreprise et vous êtes confronté à toute la problématique juridique autour des brevets, de la propriété intellectuelle, etc. Parce qu'il s'agit vraiment d'une guerre. Lorsqu'on parle de propriété intellectuelle, il s'agit d'une guerre qu'on appelle l'intelligence économique. Et ça, vous êtes confronté à cela. Donc, tout cela coûte très cher. En même temps, vous devez vous autofinancer ou chercher des financements. Enfin, vous êtes chef d'entreprise. Donc, moi, personnellement, ça fait 30 ans. Pour faire simple, j'étais 4 fois, à 4 reprises, j'étais au bord de la faillite. 4 fois. Waouh! Oui, bien sûr, 4 fois. Donc, lorsque des gens se disent, oui, voilà, SK Solution, ça fait quoi ça? Notre dernière valuation qui a été faite officiellement, je ne peux pas parler de choses pas officielles, qui a été faite officiellement, il y a à peu près de cela 5-6 ans en arrière, valait 100 millions de dollars. Mais pour valoir 100 millions de dollars, en 30 ans, 25 ans, on va dire à l'époque, je suis passé par 4, on va dire, quasi-faillites. Mais il a fallu chaque fois s'accrocher et se relever. C'est comme ça un chef d'entreprise, c'est ça un entrepreneur. On ne lâche pas, on a une vision, on sait où on va. Voilà, on ne fait qu'avancer. Mais en fait, on va dire, ces difficultés, j'en ai eu dans toutes sortes. De toutes sortes. Il y a une anecdote que j'aime souvent, j'ai raconté parce que vous savez, je m'appelle, c'était arrivé en 2000, je crois 2008 en France. Je crois 2000, non, pas 2008, pardon, 2000, puisque je me souviens, ma fille elle avait à peine 3 mois, ma première fille. Je me suis retrouvé en France, en garde à vue, personnellement, avec mon épouse et mon bébé, pour des questions, justement,
de propriété intellectuelle, de choses que je comprenais pas au départ. Je veux dire, je vous raconte en 2 minutes. Un matin, je me lève, je vais au travail, donc je suis Sophia Antipolis, voilà, c'est la banlieue de Cannes en France. Donc on va, donc le matin au travail, je prends mon épouse qui travaille avec moi à l'époque, et on a notre bébé qui est notre fille qui a 3 mois. On l'amène, donc on se dit voilà, on va la déposer chez la nourrice en fait au passage. Et en fait, quand sur le chemin on avait un courrier la veille me demandant en fait de passer à la gendarmerie qui était juste pas loin du bureau, hein, à peine à 5 minutes. Donc, je me suis dit, tiens, peut-être il y a un employé qui, certainement, peut-être un technicien, un ingénieur a fait un excès de vitesse, a peut-être une amende à payer. Donc, voilà, en tant que chanteuse, on m'appelle, je dois y aller, je vais voir ce que c'est. J'y vais, et en fait, on va tous les trois, on étant très confiants avec le bébé, voilà, avec nous. J'arrive dans la gendarmerie. Et en fait, on nous met assis, on nous met dans 2 pièces différentes. Et en fait, on nous fait comprendre que vous êtes en garde à vue. Oh. Que moi, mon épouse aussi en garde à vue, et elle avec le bébé, c'est pas resté complètement imperturbable. Donc, nous sommes restés de 8h du matin, il était 8h. Mon épouse a été libérée à 11h avec le bébé. Donc, il fallait qu'elle allaite le bébé, etc., pendant une garde à vue. Et moi, j'étais libéré à 17h. Wow. Toute une journée. Mais en fait, c'est à 16h que j'ai compris pourquoi j'étais en fait là. Je ne savais pas pourquoi. Je répondais à des questions invraisemblables, mais sans comprendre. Et aux alentours de 16h, l'officier de police judiciaire, donc, ayant tellement posé de questions, mais il se rend compte que il y a un problème, je ne comprends pas vraiment où veut en venir. Et là, je comprends en fait que on essayait de comprendre en réalité si j'étais vraiment en fait l'inventeur de l'anticollision universelle. C'était tout le but, mais pas des questions indirectes. Et je ne comprenais pas, c'était tellement évident. Et là, quand j'ai compris, j'ai éclaté de rire et je leur ai dit, enfin, je comprends pourquoi je suis là depuis le matin. Vous essayez de savoir si mon cerveau, en fait, m'appartient. Et je leur ai dit, je suis désolé, je ne sais pas quoi vous répondre. Mon cerveau, c'est mon cerveau, c'est le mien, c'est pas le vôtre. Et voilà, enfin, ils se sont excusés, ils m'ont ramené au bureau, s'excusant, enfin, bref. Mais en fait, ils ont dit, bon, on est désolé, hein, ça vient d'en haut, on reçoit les instructions du procureur de la République, c'est pas nous, bon, ok. Mais ça veut dire quoi? Tout simplement, dans la petite histoire, c'est que dans ces années, enfin, des pays comme notamment la France, je suis français donc je peux le dire de façon libre, très librement, n'est pas prêt dans l'inconscient collectif. Le français dans son éducation, dans ce qu'il apprend à l'école, dans ce qu'on apprend à l'enfant à l'école, parce qu'il y a une image de l'Afrique qui est donnée dans les programmes enfants français, blancs, c'est du noir, de l'africain. Ce n'est pas de sa faute. Il faut même pas il faut plutôt le plaindre. Il faut pas l'en vouloir. Il faut le plaindre. C'est par, en fait, son inconscient collectif le fait comprendre que l'Africain ne peut pas venir nous expliquer à nous, les Blancs, ce que c'est que le savoir, ce que c'est que la science, la technologie. En fait, c'est ça. Donc, quand ça se produit, ils sont un peu déphasés et ils essayent, voilà, je pense qu'ils étaient de bonne foi, ils essaient de comprendre. Et ils ont compris. Mais au-delà de la persévérance, être au bord de la faillite 4 fois, c'est signe de résilience. Là. Mais qu'est-ce qui a donc fait le déclic au-delà de cette persévérance? Qu'est-ce qui a été le levier de votre situation actuelle, de la réussite, on va dire ça comme ça, sans être modeste? Non, il n'y a pas encore. Déjà, il n'y a pas de réussite pour l'instant. Oh, vous êtes modeste. Ouais. Non, oui, je peux dire, être à l'abri financier, etc., c'est rien ça pour l'instant, mais je n'ai pas de réussite. Quand je vais voir les statistiques demain, dans les années qui viennent, d'accidents, et quand je vais voir la révolution
que va apporter justement au niveau business, au niveau économique, parce que ça, on va en parler, de la nouvelle invention, de cette nouvelle plateforme qui n'existe pas sur cette planète aujourd'hui. Cette nouvelle invention, je ne suis pas en train ce n'est pas créé pour l'Afrique, mais l'Afrique va être le premier bénéficiaire de cette nouvelle technologie. Va être le premier bénéficiaire. La preuve, dans le lancement de l'application, chose que je n'ai jamais faite, je suis tout excité à cela, j'attends la date avec impatience. Les premiers pays dans lesquels l'application va être lancée, bien sûr, on va la lancer globalement, mais les pays sur lesquels il y aura des présences physiques de lancement seront le Cameroun, le Nigeria, je suis dans l'ordre, hein, le Cameroun, le Nigeria, le Ghana, l'Afrique du Sud, le Kenya, et on rebascule Sénégal, Côte d'Ivoire. Voilà, le programme jusqu'en décembre. Ça, c'est formidable. On va attendre. Hein. Donc, c'est d'ici décembre la sortie. D'ici décembre la sortie ou... Non. Décembre, c'est la fin de ce programme. Ah, ok. Décembre, c'est la Côte d'Ivoire. Ouais. C'est la boucle. Voilà. Et donc, voilà. Donc, on va démarrer incessamment sous peu. Voilà, je ne peux pas vous permettre de vous donner la date précise, mais c'est une histoire de... Voilà, c'est là, c'est bientôt, très bientôt. Ça va être donc en téléchargement et utilisable par tout le monde. Ah, donc, je peux déjà imaginer le produit, un système d'avertisseur, chacun dans son véhicule, et puis on est averti. Non, en fait, alors, non, pas vraiment, parce que ça, ce n'est... En fait, on va dire l'anticollision ne sera que, allez, 5%. 5%. Oh non, de la nouvelle invention, de la nouvelle plateforme. Parce que l'invention, bon, les brevets ont été déposés en 2015, ont été publiés, validés en 2017. Donc, depuis 2017, nous travaillons avec toutes nos équipes d'ingénieurs sur le développement du produit, de la plateforme. Et en fait, la plateforme arrive sur le marché là dans quelques jours, enfin quelques semaines. C'est là, c'est bientôt. En fait, c'est quoi? De quoi il s'agit, Kézanne? En fait, voilà, c'est pas l'anticollision n'est qu'un élément dans l'ADN de la plateforme. On va dire c'est la cerise sur le gâteau. En fait, c'est tout simplement la boucle qui va être bouclée par cela. Mais en fait, il s'agit de ce qu'on appelle nous réinventons le monde digital, en fait. Nous réinventons le monde digital par cette nouvelle invention. De quoi s'agit-il? Il s'agit en fait de créer dans une plateforme, dans la paume de votre main, dans votre smartphone, on crée en fait le digital twin, en fait, c'est-à-dire l'équivalent du monde physique dans lequel nous vivons, dans lequel nous faisons pas mal de choses, nos activités quotidiennes. Nous créons ce monde physique, en fait, nous le modélisons et nous le mettons dans un smartphone. En fait, ce qui veut dire que vous avez dans le smartphone l'équivalent, en fait, de la digitalisation du monde réel là-dedans. Pour quel but? Le but, c'est 3 choses. Notre vision, c'est d'une part, en fait, ce qu'on appelle en anglais, on va dire, je le dis en français de façon très simple. Le but, en fait, c'est de donner d'ouvrir, en fait, les champs des possibles pour tous les citoyens dans la planète, en fait, de tout le monde. Vous donnez la possibilité de faire ce que vous n'imaginez pas faire. Parce que si on vous ramène dans le digital, beaucoup de contraintes que vous avez dans le monde réel ne vont plus exister. Nous allons les lever. Et en fait, nous donnons en fait une sorte d'égalité, de guillemets, par une égalité, des chances à un peu tout le monde, afin que par l'imagination, ceux qui auront l'imagination pourront vraiment faire des choses assez extraordinaires. Mais le but de la plateforme, c'est quoi? Les 3 objectifs, c'est d'une part, saving lives, donc sauver les vies humaines, saving cost, donc faire des économies, voilà, en saving money, donc gagner de l'argent. Donc, il s'agit en fait d'une plateforme qui permet en fait de mettre en place une infrastructure
une infrastructure qui permettra une inclusion d'une économie, en fait, d'une forme d'économie de réseau, en fait, pour tous les habitants de la planète. C'est-à-dire, en fait, on vous donne la possibilité de pouvoir simplement, sur une plateforme, reproduire ce que vous faites dans votre vie réelle là-dessus. Maintenant, je vais le redire de façon très, très basique et de façon terre à terre. Voilà. Pour un utilisateur précis, ça veut dire quoi? Dans cette plateforme, vous avez au départ ce qu'on appelle une pyramide. La pyramide, c'est 3 éléments. Donc, dans cette plateforme, vous avez un network, on va dire ce que on peut dire entre guillemets, mais ce n'est pas le cas, un réseau social intégré, un social network. Mais en fait, nous, il s'agit de ce qu'on appelle the network of everything, le réseau universel. On va dire, encore, il revient sur ces termes d'universalité. Le network universel veut dire, vous allez sortir de ce que vous connaissez aujourd'hui. Vous connaissez des social media networks comme Instagram, Facebook, etc. et autres. Non. Ça, c'est le network des humains, de l'homme, créer le lien social entre les hommes. Nous créons dans Kezan, vous avez notre social network. C'est en fait un network entre toutes les entités du monde, en fait. C'est-à-dire les hommes, les entreprises, les organisations, les sites opérationnels, les municipalités, les gouvernements. Donc, voilà en fait ce que nous mettons en fait en réseau, dans un réseau social. Et, et bien entendu, tout ce qui est, puisque je suis un pionnier de l'IoT, en fait, tout ce qui est Internet des objets connectés. Donc, tous les smart devices, les objets connectés, vous font partie des entités avec lesquelles vous allez être en réseau. Et chacun va développer son réseau ou bien oui. Ça c'est une question fondamentale. C'est génial cette question parce que je ne sais pas pourquoi vous la posez parce que c'est. Je suis un ancien inventeur, mais j'ai jamais rien sorti de mon laboratoire. Non, mais c'est magnifique comme question parce que là vous touchez le cœur en fait de cette network économie dont je voulais vous parler. En fait, aujourd'hui, quand vous êtes dans un réseau social, vous pouvez créer des groupes. Facebook fait des groupes. Et des groupes, c'est quoi? C'est tout simplement une agrégation d'utilisateurs ensemble, et puis bon, ça s'arrête là. Mais en fait, là, non, on ne vous donne pas la possibilité de créer des groupes. On vous donne la possibilité de créer, en fait, un sous-réseau. C'est-à-dire, dans le réseau, vous créez votre propre réseau. Et le réseau, en fait, c'est ce qu'on appelle, nous, c'est un réseau, une forme de graphe. C'est-à-dire, ce n'est pas tout le monde horizontal. Non, non, non. Il y a une hiérarchie dans le réseau, vous le fabriquez. Exemple, vous dites, moi je suis une entreprise, mon réseau, j'ai des grossistes, j'ai des distributeurs, j'ai des clients, etc., des détaillants. Voilà, je crée ce réseau avec ces liens, en fait, qui sont, on va dire, cette arborescence. Et voilà mon réseau que j'ai mis en place. Et une fois que vous avez votre réseau, vous avez l'accès à tous les services que nous proposons. Et les services spécifiques que vous allez rajouter. Donc, le réseau n'est plus juste un groupe de personnes, mais c'est un groupe dans lequel que vous organisez et qui eux-mêmes s'organisent de façon dynamique dans le groupe. Et ce n'est pas que des personnes, puisque je viens de vous dire, des grossistes, des revendeurs, mais là, je parle de quoi maintenant d'entreprise. Ça peut être d'autres types d'entités. Mais je vais vous expliquer ça dans 2-3 minutes. Je reviens sur la pyramide. Vous avez le réseau. Parce que votre question est un peu hâtive, parce que je n'ai pas tous les éléments pour vous donner la réponse précise. Mais elle est pertinente et fondamentale. Mais on va dire, donc, le premier élément, on va dire la pyramide, le sommet de la pyramide, c'est ce network of everything. Le deuxième élément de la pyramide, c'est une marketplace. Faisons simple, vous avez une Amazon, juste pour que les gens comprennent ce que ça veut dire. D'un côté, vous avez un Facebook, mais élaboré of everything, qui comprend tout, y compris les objets connectés, l'IoT. Vous avez une marketplace, OK, intégrée. Et le troisième pilier de la pyramide,
c'est Kezan Pay. C'est, imaginez, PayPal par exemple. Voilà, c'est le nom qui sort, Kezan Pay. Vous comprenez bien, PayPal, par exemple, n'est pas présent en Afrique pour des raisons, parce que c'est très complexe, etc., pour des questions de chaque pays a sa monnaie, etc. Enfin, voilà, on connaît les problèmes d'inclusion financière en Afrique, mais c'est justement un des points sur lesquels nous travaillons depuis pas mal de temps. Et donc, Kezan Pay, en fait, est un porte-monnaie, un smart wallet, donc global, d'une part global, multi-currency, donc panafricain, si on vient au niveau d'Afrique, panafricain, qui vous permet d'avoir, en fait, votre porte-monnaie digitale et qui vous ouvrira, en fait, les portes à la marketplace, au network et à tout. Et dans votre vie, pas que sur la plateforme, mais dans la vie courante. En fait, on va dire, c'est quoi un digital wallet? On va dire, l'Afrique aujourd'hui, ils connaissent les mobile wallets. Par exemple, MTN au Cameroun, Orange Money, MTN Money. Voilà ce dont aujourd'hui, voilà ce qu'ils ont. Je prends le cas du Cameroun. Nous, on va leur apporter un troisième élément, Kezan Pay, le Kezan Wallet, mais qui n'est pas qu'un porte-monnaie, en fait, un mobile money. Non, non, nous, c'est du digital. Donc, c'est une plateforme digitale. C'est pas sur du téléphone, c'est sur le mobile, donc c'est du smart. Mais surtout, c'est un moyen de paiement. Donc, il ne s'agit pas que d'un porte-monnaie, mais c'est surtout un moyen de paiement. Voilà. Dans le monde digital que nous reproduisons. Donc, dans le monde réel, vous allez payer avec. Hein. Voilà, tout simplement, notre but, c'est que vous payez demain, et on va travailler dans ce sens, dans tous les différents pays d'Afrique, quelle est la vision qu'il y a derrière le module du paiement. C'est en fait, et c'est ce qui m'a toujours hanté depuis des années, c'est que je souhaite les femmes qui vendent les beignets au bord de la route, qui se font peut-être agresser parce qu'on a besoin de son argent, c'est qu'elles puissent tout simplement, je vais voir la femme qui vend les beignets, je demande des beignets de 100 francs CFA, de 100 francs CFA, elle me donne les beignets, elle me présente juste parce qu'elle est membre de Kezan, elle me montre tout simplement son smartphone, je prends le mien, je le scanne et je continue mon chemin. Voilà l'utilisation du Kezan Pay, simplement. Voilà, au niveau des commerçants, des taximans, de tout. Mais aussi sur la marketplace dont on parle, voilà, le check-out. Et surtout, donc, ce qui est important, parce qu'on parle d'inclusion financière, parce qu'on n'a pas besoin d'être, vous savez, en Afrique, 90% des populations n'ont pas de code bancaire, ne sont pas en fait bancarisées. OK? Plus de 90%. Et c'est cette population que nous visons. Le boutiquier du coin, les vendeuses dans les marchés, les taxis, enfin, monsieur tout le monde. C'est cette population qui nous intéresse en fait, que nous voulons donner cette capacité en fait d'avoir, pour eux, ça va être l'équivalent d'avoir un compte bancaire digital dans une plateforme dont ils auront l'accès au e-commerce, à tout immédiatement. Chose qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui, à l'instant, parce qu'il leur faut une carte de crédit, il faut, etc., etc. Non. Ouais. Mais c'est une révolution qui est en chemin, là, M. Kezé. Absolument, c'est le cas. Mais là, je vous ai juste parlé de la pyramide, les 3 piliers. Mais ça, c'est pour nous, c'est un peu comme de l'accessoire. Est-ce qu'il y aura un événement spécial pour la sortie? Est-ce que vous allez tenir des conférences de presse quelque part? Oui, bien sûr, ça va être, bien sûr, vous serez informés. D'accord. Nous avons nos équipes marketing qui attendent quand tout est finalisé, on leur donne le feu vert officiel et tout va être lancé, toute la machine va se mettre en place. Ils sont prêts, les équipes sont prêtes, mais elles travaillent de façon très discrète puisqu'il s'agit de quelque chose que nous apportons à la planète entière. Voilà, c'est quelque chose. C'est vrai que voilà. Mais j'ai parlé des 3 piliers, mais en fait, le cœur de la pyramide, le cœur, c'est le plus important. C'est là où se trouve, en fait,
le cœur même de l'invention, c'est le diamant. Il y a un diamant au cœur de cette pyramide. Et ce diamant, c'est ce qu'on appelle ORP, Operation Resource Planning. Voilà, c'est pas la peine de le googliser, vous n'allez pas trouver ce que c'est, parce que le mot ORP, j'en suis l'inventeur, vous le trouverez bientôt sur Wikipédia. ORP veut dire Operation Resource Planning. Tout le monde était habitué à ce qu'on appelle les ERP, Enterprise Resource Planning. Ah oui, qui est une forme en fait d'intégration du système en fait intégré de gestion d'entreprise. Les ERP. Okay, voilà, et que il y a 40 ans ça n'existait pas et que SAP, l'allemand SAP a inventé à cette époque le mot ERP. Aujourd'hui en fait, ça fait déjà 2 ans que ça a été déposé. J'apporte en fait, j'ai créé le concept de ORP, Operations Resource Planning. C'est-à-dire en fait, on n'est plus dans l'entreprise, l'intégration du système d'intégré de gestion d'une entreprise. Non, on est dans les operations, c'est-à-dire le monde en fait réel. Ce qui se passe dans la rue, ce qui se passe dans les entreprises, ce qui se passe dans les administrations, dans les gouvernements, ce qui se passe dans les écoles, dans les hôpitaux, etc. Dans les chantiers, dans les ports, tout cela, ça s'appelle operations. Et en fait, Kaizen apporte une solution intégrée pour en fait, du début à la fin, de vous prendre en charge dans votre parcours de vie, tout simplement. En fait, il s'agit de quoi? Ce cœur. L'ORP vous est fourni sous forme en fait de services dans la plateforme. Donc, je vous dis pas la pyramide. Maintenant, je vous donne les services qui sont dans le cœur. Vous avez plusieurs différents services. Le premier service, c'est ce qu'on appelle Kaizen Smart Home. Kaizen Smart Home vous permet de gérer en fait votre maison où vous habitez. On est en domotique. Donc, absolument. C'est un condensé de domotique, d'IoT et aussi tout simplement de gestion, par exemple, de gestion de documentaire, gestion de, par exemple, vous savez, vous avez pas mal de villes qui ont des inondations. Vous avez la ville de Douala, par exemple, il y a eu des inondations récemment. Et j'ai vu des familles qui ont tout perdu, qui ont perdu le papier d'identité, les actes de naissance, etc., etc. Avec Kaizen Smart Home, ils ont une solution très simple puisque le Smart Home vous permet de gérer tous vos documents personnels, vos actes de naissance, vos permis de conduire, vos passeports, etc., dans la plateforme. Et bien sûr, et vous donne tous les reminders, c'est-à-dire vous rappelle les renouvellements, etc., tout ça automatique par un module d'intelligence artificielle qui est dans la plateforme. Par exemple, ça c'est dans le Smart Home. Mais vous avez la gestion, par exemple, de vos courses. De la femme au saura à la gestion de ses courses ménagères, etc., intégrée dans la plateforme. Vous avez bien sûr la partie domotique, etc., intégrée. Bon, ça c'est la partie, on va dire, Smart Home. Vous avez la gestion du plombier, de l'électricien, prendre le rendez-vous avec un médecin, etc. Tout ça intégré dans la gestion familiale de la maison, qui gère avec les tenants, tous ceux qui habitent dans la maison. Ça, c'est un aspect. Ça, c'est un des modules, c'est le Smart Home, que les gens vont avoir là, dans quelques mois, voilà, dans la plateforme. Le deuxième module qu'on fournit, c'est le Kaizen Smart Business. Le Smart Business, avant ça, je veux prendre le Smart City. Kaizen Smart City. Smart City, c'est donc quand je sors de ma maison le matin, donc j'avais mon Smart Home, je déconnecte le Smart Home, je suis dans les transports publics. Je suis dans la rue, dans les transports publics. Ah, ça va chercher. Absolument. Là, je suis couvert maintenant par Kaizen Smart City. Parce que le Smart City va donc intégrer pas mal d'aspects de la gestion commune en ville, etc. Voilà, et y compris, bien entendu, à terme, les gestion de collision, de risque de... Pas mal de choses. Voilà, on est dans le Smart City. Ensuite, du Smart City, je vais dans mon travail. Je vais peut-être dans un bureau. Et là, je bascule sur Kaizen Smart Business. Le module Smart Business, c'est tout simplement, là, cette fois-ci, un ERP. Ah, ok. D'entreprise. C'est juste, là, je vais dire, il n'y a pas d'innovation, à part le fait d'innovation, à part le fait que c'est une entreprise qui est dans un network et qui va changer complètement la façon, justement, de gérer justement une entreprise. Donc,
on va dire, le Smart Business permet de gérer mon business. Donc, c'est divisé en plusieurs types de catégories, parmi lesquelles vous avez le Smart Schools, pour les écoles, vous gérez les écoles, vous gérez les crèches, vous gérez les SMI, les petites moyennes entreprises, toutes les différentes catégories. Vous avez un Smart Business for Retail, tout ce qui est boutique, shop, etc. Donc ça, c'est toute la partie business. Et ensuite, vous avez le Smart Site. C'est tout ce qui est site opérationnel. Donc, c'est gérer un chantier de construction, gérer un aéroport, gérer un site oil and gas, un site minier, etc. Où les gens vont travailler, tout simplement. Voilà un module. Ensuite, vous avez, dans tout ce qui est, par exemple, pour gérer les malls, vous avez voilà, la gestion des... Je suis propriétaire d'un mall, je le gère comme un site opérationnel, j'ai tout ce qui est gestion de mall, etc. En fait, voilà. Et ensuite, vous avez le Smart Building. Le Smart Building vous permet, en fait, de tout ce qui est facility management. Donc, la gestion, en fait, d'immeubles avec multi-tenant, avec des entreprises qui peuvent dedans et des particuliers, etc. OK. Tout cela, c'est un autre module. Voilà. Et à la fin, vous avez le e-gov. Le Smart Gov, en fait, permet à l'usager d'être en relation avec son gouvernement pour tout ce qui est en fait renouvellement de, je sais pas, de passeport, de ceci, de cela. Enfin, voilà. Voici en fait, qu'est-ce qu'on a fait avec le cœur de la pyramide justement, c'est tous ces services de la vie courante. C'est le monde réel que nous avons, que nous digitalisons en fait, et nous créons en fait ce qu'on appelle le twin, le digital twin du monde réel. Et ce monde est connecté, parce que bien sûr, à plein de niveaux, il y a ce qu'on appelle tout ce qui est IoT, tout ce qui est device, des objets connectés, etc., l'Internet des objets connectés, etc. Donc, voici en fait cette nouvelle révolution. Ce dont je vous parle, c'est un produit qui sort dans quelques mois. Ce produit n'existe nulle part. Vous n'avez pas un équivalent sur la planète aujourd'hui. Et voilà ce que j'attends, et je vais inciter les Africains, nous, à faire. En fait, l'Afrique a besoin de créer des révolutions technologiques. OK, par des Africains, pour des Africains, OK, mais surtout, et le reste du monde. Je ne suis pas en train de dire, je crée quelque chose pour l'Afrique. Ouais. Non, tout ce que vous avez défini, ça, vous l'aurez au Canada, vous l'aurez aux États-Unis, vous l'aurez au Guatemala, vous l'aurez au Brésil, vous l'aurez, voilà, au Japon. C'est, voilà. Mais derrière, l'Afrique va réellement utiliser cette plateforme comme un des piliers de son développement. Parce qu'on permet en fait aux Africains d'avoir maintenant un accès à des choses dont ils n'avaient pas accès jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire en fait cette inclusion économique, inclusion financière, place de marché. Parce qu'il faut comprendre, quand vous avez votre smart business, par exemple, je suis un shop au Cameroun, je suis un boutiquier. Prenons des choses très basiques. Je suis un boutiquier au coin de la rue. Si je rentre dans Kezan Smart Business for Retail, donc pour le shop, les shops, immédiatement, le catalogue que j'ai dans ma boutique, je vends du pain, je vends la baguette de pain, je vends, je sais pas, n'importe quoi. Je sélectionne sur l'application lesquels je veux voir sur la marketplace. Instantanément, le boutiquier, je sais pas, je peux prendre mon quartier à Yaoundé, Baladeux, le quartier, le boutiquier au coin de la route, sera visible sur la marketplace. Et à partir d'ici, je peux effectivement dire, OK, ben, j'aimerais, parce qu'il a son smart wallet, moi j'aimerais, déjà si je vais acheter sur place, je règle avec mon smart wallet chez lui directement. J'ai plus besoin de lui donner la monnaie, le change, etc. Mais moi, étant ici à Dubaï, je me dis, ben voilà, j'ai un ami qui est dans le quartier, j'aimerais lui faire ses courses toutes les semaines si je veux. Je n'ai pas de problème. Je le lui achète systématiquement avec mon smart wallet ici à Dubaï.
le boutiquier reçoit l'argent et la personne, mon ami baladeur, va récupérer sa marchandise tous les jours. Ses courses peut-être hebdomadaires. Wow. Tout ça évident, c'est normal tout ça. C'est ce que j'appelle l'inclusion économique. Donc là, c'est la place de marché. Mais si je suis une vendeuse, je sais pas, un vendeur peut-être de vêtements ou de chaussures ou d'artisanat en Afrique, je le mets sur le marketplace. Ben, le japonais qui se trouve sur Kaizen Marketplace, ben, recherche des produits, vont les trouver. En fait, c'est une forme, comme vous allez sur Amazon, sur Alibaba, vous avez la même chose. Pas plus que moi, mais de façon plus inclusive. Pourquoi? Parce que quand vous êtes, par exemple, sur Amazon et que vous demandez, par exemple, un produit, on vous donne la quantité, les stocks. Mais vous n'êtes pas connecté au fournisseur, à l'entreprise. Non. Nous, parce que c'est un network, quand un boutiquier dit, voilà, je mets tel article, baguette de pain, je dis n'importe quoi, une baguette de pain. Il met quantité, j'en ai 100. Lorsque vous êtes sur notre marketplace, Kaizen Marketplace, vous voulez du pain, quantité 100 chez ce boutiquier, mais c'est son vrai stock. Ce n'est pas quelque chose qu'on a mis sur un site web. Ouais, c'est son stock parce que c'est l'application Smart Business qu'il utilise. Donc, il utilise chaque fois qu'il vend, ce stock se décrémente quand il rachète. Donc, pourquoi? Parce que quand il prend l'application Smart Business for Retail, ce n'est pas le but d'être sur la marketplace. Non, non, la marketplace n'est qu'un ajout pour lui. Son but, en fait, c'est en tant que propriétaire de sa boutique. La gestion de stock. La gestion de sa boutique, voilà. Il a besoin de 3 chiffres. Son stock, son chiffre d'affaires, son bénéfice. Il veut savoir ça en fin de journée, en temps réel. On le lui remet en temps réel sur son smartphone. Il a ces éléments en temps réel. C'est ça son but primaire. Et ensuite, cerise sur le gâteau, on lui dit, maintenant, vous avez cela, et comme vous avez un wallet en tant que membre, ben, utilisez cette possibilité pour publier, si vous désirez, votre shop sur la marketplace. Et les gens peuvent venir maintenant l'acheter. Voilà en fait le principe. Donc, c'est une révolution. Les use cases sont infinis. Voilà. Donc, principalement ici, en termes de données, c'est l'utilisateur qui va introduire des données, si je comprends bien. Oui, bien sûr. Ouais. Tout à fait. Au départ, il y a un paramétrage qu'il doit faire, bien qu'il y a, je pense par exemple dans un smart home, quand vous allez définir ce que vous avez dans votre maison, par exemple l'inventaire, vous avez une télé, vous avez une table, vous avez une chaise, toutes ces choses sont, vous les sélectionnez dans des listes, parce qu'on vous les donne déjà tout préenregistré, vous avez déjà tous les modèles standards, etc., qui sont déjà fournis. Wow. Après, vous pouvez faire des choses spécifiques, bien sûr. Mais pour aller vite, vous avez quasiment, voilà, tous les éléments. J'imagine qu'il y a une période de test. Il y a eu une période de test. Comment ont réagi les personnes qui ont utilisé les premiers les clients on va dire, comment est-ce que… Ah oui, alors nous sommes toujours, bien sûr, toujours dans cette période de test, bien entendu. Mais non, bien sûr, c'est passionnant, c'est passionnant. Tout ce que je peux dire, c'est passionnant. Oui, parce qu'en fait, on vient résoudre de vrais problèmes. De vrais problèmes. Voilà, c'est ça. L'innovation, c'est bien sûr, c'est un marketing de l'offre, parce que je vous apporte quelque chose qui n'existe pas avant. Donc, mais je viens résoudre des problèmes qui sont présents. Les problèmes sont là. Donc, c'est pas, vous savez, l'être humain va s'adapter au produit qu'on lui donne si ça lui résout ses problèmes. Hein. Bien sûr. Tant que ça résout des besoins, c'est formidable. Alors, mais on n'aura pas assez de temps pour continuer à dialoguer. Ça nous a déjà fait plaisir d'avoir déjà une certaine primeur de cette information que nous allons bien sûr relayer. Et on espère que vous allez nous faire signe quand ce sera le moment de la mise en marché officielle. Nous allons tenter de notre côté de faire notre part de couverture pour nos auditeurs ici à Montréal, au Canada. Non, pas de problème. Donc, alors un dernier mot, c'est vrai que est-ce que comment je peux dire ça?
Est-ce que, pour vous, quand on regarde la situation des autres inventeurs, vous-même vous êtes inventeur, de façon sommaire, qu'est-ce que vous dites aux États africains? Est-ce que les inventeurs sont considérés comme étant des potentiels des potentielles personnes qui peuvent œuvrer à faire développer l'Afrique? Est-ce que vous avez l'impression de cela? Ou bien alors, ma question pour la résumer, est-ce qu'un inventeur, c'est comme un auteur en Afrique? Je ne suis pas sûr, en fait, qu'en Afrique aujourd'hui, les dirigeants, les gouvernants de l'Afrique et même les Africains, de façon générale, sont conscients du rôle des inventeurs. Parce qu'ils voient l'inventeur comme celui qui invente. Or, ce n'est pas ça, l'inventeur. Si vous le voyez dans le rôle de celui qui invente, mais j'aurais pu faire tout ce que je vous ai dit, étant un employé depuis 30 ans et qui aurait bien gagné sa vie avec sa famille, etc., ça s'arrêtait là. Mais en quoi je vais changer l'Afrique? En quoi je peux impacter? Aujourd'hui, je vous dis, je vous pose une question. Vous prenez Bill Gates. Imaginez Bill Gates, qui, on va dire, nos aînés, parce que quand on démarrait en 2008, bon, c'était nos grands frères, ils avaient déjà commencé. Quand en 80, je veux dire dans les années 90, nous, on terminait nos études, c'était nos modèles. Si Bill Gates était africain, était camerounais, imaginez son impact pour le développement. Mark Zuckerberg, Facebook. Imaginez que Facebook était nigérian, était camerounais, était gabonais. Voilà ce que je suis en train de vous... Quand je vous parlais d'avoir les moyens de sa politique, c'est-à-dire l'inventeur, si des gouvernements comprennent l'intérêt de la recherche et développement et de la propriété intellectuelle, parce que c'est fondamental, il faut... Vous savez, la guerre aujourd'hui économique, c'est autour des brevets, hein, il faut le savoir. Voilà. Nous, par exemple, Kezan, voilà, pour avoir ce brevet, il faut le dire, nous avons bataillé 2 ans, puisque je l'ai déposé en 2015, c'est en 2017 que ça a été approuvé, que nous l'avons eu, le titre foncier en main, mais on se battait contre qui? Pas contre moi seul. Pourquoi ça a mis 2 ans? Je me battais contre Google, contre Facebook, contre Apple, contre les GAFA. C'est eux qui étaient là, qui se battaient contre nous, qui voulaient avoir une partie du titre foncier. C'est comme ça, c'est une bataille. Et nous sommes allés jusqu'à la Cour suprême américaine. C'est la Cour suprême qui m'a donné raison. Voilà l'inventeur de l'ORAPI. C'est vrai qu'est-ce la paternité dont j'ai le titre foncier. Voilà comment ça marche. Mais ça coûte de l'argent. Il faut se préparer à cela. Je me suis battu petit à petit. J'ai pu, grâce à ce que je fais depuis des années, mon entreprise m'a permis d'être capable de déposer mon brevet. Mais est-ce que c'est tout Africain qui va être capable de dépenser 1,5 million $? C'est quand même... Le Kezan a coûté en avocat et la partie filing, etc. L'administratif, on va dire, 1,5 million $. Wow. C'est le prix d'un brevet à cette échelle. C'est le prix. Sinon, ben, je vais faire la même chose, mais sans brevet. Ben, ça veut dire, demain matin, Facebook se dit, ben, c'est intéressant, ou peut-être Google se dit, ben, pourquoi pas, et on recrute des ingénieurs, on essaie de faire la même chose. Non, aujourd'hui, ils ne peuvent pas, personne ne peut le faire. Personne ne peut le faire. Parce que des lois nous ont donné le titre foncier. Et c'est fondamental. Mais ça, comme j'avais dit, ce n'est que 5%. Donc, après, il faut se retrousser les manches. Soit on se dit, on donne une licence à d'autres qui vont développer le business et on se contente d'avoir 5 à 10% de royalties. J'aurais pu le faire, c'est une approche. J'ai eu toutes les demandes de tous ces GAFA qui m'ont, bien sûr, qui battaient contre moi, qui demain vont dire, OK, on veut les licences. Mais non, je le fais moi-même. Je retrousse mes manches, j'y vais, je fais le travail. Mais une fois que je l'ai fait, ça veut dire que j'ai pu construire moi-même ma maison. Maintenant, je dois aller le commercialiser.
Et je veux le vendre. Moi-même, c'est pareil. Mm. Et c'est ça qui donne la valeur. Donc, quand on tient toute la chaîne, ça donne de la valeur. Et cette valeur, maintenant, permettra de donner les moyens de notre politique de développement. Simplement. Voilà. Ah, c'est très, très passionnant, je vous entends. Et tous les Africains, quand je regarde les jeunes Africains, les moins jeunes, mais surtout les jeunes, les enfants, moi, j'ai vu des choses incroyables. Que ce soit au Cameroun, j'ai vu des petits gamins faire des engins robotisés, motorisés. J'ai vu un autre gamin qui fait décoller un petit avion qu'il a fait de sa main. Enfin, incroyable. On ne se rend pas compte du talent brut de ces jeunes Camerounais, mais avec des moyens dérisoires. Et c'est pour ça que, justement, une des choses que Kézanne, enfin, là, c'est pour ne pas dire Kézanne, c'est moi personnellement, j'ai mis en place là un fonds, justement, d'investissement pour aider des startups qui sont soit dans la diaspora, soit au Cameroun, ou dans la diaspora, mais avec l'idée d'aller vers des projets vers le Cameroun. Pour l'instant, ce fonds qui est 2 milliards 1 milliard, c'est ça en francs CFA, 1 milliard de francs CFA, pour aider, en fait, aider. Je n'aide pas parce qu'on prend des participations pour participer voilà, au développement de ces startups, que ce soit au Cameroun, que ce soit dans la diaspora, que ce soit, voilà, mais c'est des projets orientés, pour l'instant, Cameroun. Voilà, 1 milliard de francs. Ça, c'est la première chose que nous faisons actuellement. Et la prochaine étape sera d'étendre ce fonds pour l'Afrique, pour des projets vers l'Afrique. Pour l'instant, on le teste en fait. On fait un test, c'est 1 milliard sur le Cameroun. Et je pense que des talents, on va pouvoir dénicher des talents, des gens qui ont les capacités d'être à partir du Cameroun, qui feront partie des GAFA. Voilà, tout simplement. C'est ce qu'il faut viser. C'est pas, nous aurons 2 milliards d'habitants. Je dis, il faut tout simplement comprendre les enjeux. Voilà, créer des technologies, non seulement pour le continent, c'est fondamental, mais qui sont exportables partout. Ça, c'est la chance des technologies aujourd'hui. Créer des choses qui vont partout. Être universelles. Universelles. Ne créez pas, ne dites pas, ah tiens, j'ai besoin d'un réseau social peut-être. Faisons le réseau social des Africains. Non, je vous dis, ça ne marche pas. Pourquoi? Ça ne marche pas parce que je prends ce qui existe. Ce qui existe déjà, pourquoi je vais changer? Mais faites quelque chose, dites, qui est différent, qui est mieux, pour que l'Occident demande ce que vous avez fait. Et bien entendu, tous les Africains vont adhérer. Et l'Occident va adhérer aussi derrière, parce que c'est un produit. C'est tout. C'est ça la technologie, c'est ça l'invention. Et voilà pourquoi nos dirigeants doivent prendre conscience de cela. En fait, je vais être terre à terre. Sachez que un petit gamin au Cameroun qui est capable d'inventer, par exemple, qui aurait été capable peut-être d'inventer, je ne sais pas, un vaccin du Covid, juste que vous comprenez ça. Ouais. Voilà, ce petit gamin aurait dans sa poche plusieurs fois le budget annuel du Cameroun. Donc, c'est un jeune qui pourrait complètement transformer le Cameroun. OK? Si Mark Zuckerberg était Camerounais, vous comprenez, Jeff Bezos est Camerounais, voilà, on est en train de parler, je veux juste que les gouvernements comprennent que la technologie nous permet à nous, qui sommes là-dedans, d'avoir des moyens au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer. Au-delà de ceux après lesquels ils courent, en fait, dans les, je sais pas, le Fonds monétaire international, toutes ces choses. Voilà, mais libérez les énergies et vous n'aurez pas besoin d'aller emprunter de l'argent. Non, parce que vos jeunes sont capables de vous les amener. Merci, Séverin Quezeux, merci d'avoir répondu à nos questions et surtout bon vent et on va rester très branchés. Merci et merci beaucoup. À très bientôt. Merci bien. Merci, au revoir. Bonne continuation. Merci à vous.